À 15 ans, elle déclara à haute voix qu'elle épouserait le professeur. Personne ne savait que derrière sa simplicité, il cachait une fortune. Le millionnaire retraité préféra vivre dans l'anonymat. Mais le destin unit la promesse innocente à l'amour véritable. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Sous le ciel ouvert de Marseille, avec le vent provençal portant l'arôme d'huile d'olive et d'embrun marin, Amélie Durand ressentit pour la première fois ce genre de certitude que même les livres ne parvenaient pas à expliquer. À 15 ans, entourée par le brouhaha des camarades dans la cour de l'Institut culturel Victor Hugo, elle éleva la voix au-dessus des conversations parallèles et déclara, avec l'impétuosité propre à la jeunesse, « Un jour, j'épouserai le professeur Thomas Mercier. » Les rires ne tardèrent pas à surgir. Les regards gênés se multiplièrent parmi les adolescents. Amélie, cependant, resta ferme, ses yeux marrons reflétant la même détermination qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Pour les autres, ce n'était qu'une fantaisie adolescente typique, peut-être inspirée par un roman qu'elle avait lu en cours de littérature. Pour Amélie, c'était une conviction aussi solide que Notre-Dame de la Garde, qu'elle observait quotidiennement depuis la fenêtre de sa salle de classe. Thomas Mercier n'était pas seulement le professeur de littérature qui parlait de Baudelaire et de Marguerite Duras avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait leurs âmes. Il représentait quelque chose de plus, une idée, une possibilité de vie. À 32 ans, avec des cheveux toujours bien coupés, des lunettes à monture discrète et une façon particulière de gesticuler quand il récitait de la poésie, il transformait les cours en expériences presque mystiques où chaque mot avait le poids d'un univers entier. « Tu es folle, ma fille », chuchota Delphine, sa meilleure amie depuis l'enfance dans le quartier de la Corniche. « Il doit avoir le double de ton âge, et en plus, on dit qu'il sort avec une professeure de l'université Aix-Marseille. » Amélie se contenta de sourire, gardant pour elle ce que les autres ne parvenaient pas à voir. Ce n'était pas une question d'apparence physique, bien que Thomas fût indéniablement séduisant avec sa peau hâlée et son sourire contenu. C'était quelque chose de plus profond, la façon dont il parlait de l'amour dans la littérature, comme s'il avait expérimenté toutes les douleurs et les joies décrites par Apollinaire ou Jacques Prévert. L'Institut culturel Victor Hugo n'était pas une école comme les autres à Marseille. Fondé il y a un peu plus d'une décennie, il se distinguait par son approche humaniste et son environnement accueillant, différent des institutions traditionnelles de la cité phocéenne. Les élèves avaient la liberté de développer leurs propres projets, et les arts occupaient une place centrale dans le programme. Amélie y était entrée grâce à une bourse d'études, après avoir remporté un concours littéraire organisé par la Fondation culturelle de Provence. Durant les après-midi chauds, quand le soleil commençait à descendre sur la baie de Marseille, Amélie restait au-delà des horaires, assise sous le platane centenaire qui dominait le jardin de l'école. Là, entre les pages d'un journal à couverture bleu marine, elle écrivait, pas seulement sur Thomas, mais sur tout ce que son cœur adolescent débordait, des poèmes, des réflexions, des rêves, principalement des rêves. Mademoiselle a du talent avec les mots, dit Thomas un jour, après avoir lu une de ses rédactions sur le panier. Vous parvenez à transformer les pierres historiques en témoins vivants. Continuez à écrire. Ces paroles, apparemment simples, étaient devenues du carburant pour Amélie. Chaque compliment, chaque regard d'approbation, chaque conversation rapide dans les couloirs était soigneusement gardé dans sa mémoire, puis transféré dans son journal, comme quelqu'un qui préserve des reliques. Ce que personne ne savait, pas même Delphine qui connaissait presque tous ses secrets, c'est qu'Amélie écrivait des lettres à Thomas. Des lettres qu'elle ne remettait jamais, remplies de confessions, d'analyses littéraires et de questions qu'elle n'avait pas le courage de poser personnellement. Elle les gardait dans un vieux exemplaire des Illusions perdues, son roman préféré, comme si Balzac lui-même était le complice silencieux de son secret. L'Institut occupait un vieux manoir rénové dans le quartier du Vieux-Port, près de la mer. Ses vastes couloirs, fenêtres en bois et escaliers en pierre, contrastaient avec les salles modernement équipées. C'était un endroit où le passé et le présent conversaient sans conflit, tout comme les rêves d'Amélie dialoguaient avec sa réalité. Louise Garnier, coordinatrice pédagogique de l'Institut,
observait avec intérêt cet élève appliqué qui participait toujours aux discussions littéraires. Femme d'une quarantaine d'années, cheveux bouclés toujours attachés dans un chignon élaboré, Louise était connue pour son intelligence aiguisée et pour le sourire stratégique qui atteignait rarement ses yeux. Amélie a un avenir brillant. En lettres, commenta-t-elle un jour avec Thomas lors d'une réunion de professeurs, mais je m'inquiète de la façon dont elle vous observe pendant les cours. Thomas ajusta ses lunettes, mal à l'aise. C'est seulement de l'admiration intellectuelle. Beaucoup d'adolescents passent par cette phase d'idéalisation du professeur. Louise sourit de manière énigmatique. Bien sûr, de l'admiration intellectuelle. Ce que personne à l'Institut ne pouvait imaginer, c'est que Thomas Mercier portait une histoire bien différente de l'image de professeur dévoué et modeste qu'il présentait. Avant de devenir éducateur, il avait créé plateformeculturelle.com, un site révolutionnaire qui avait démocratisé l'accès à la littérature française pour des millions de personnes, particulièrement dans les régions les plus éloignées des grands centres. La start-up s'était transformée en phénomène national et avait été vendue pour une somme qui l'avait rendu millionnaire avant ses 30 ans. Au lieu d'ostentation ou de célébrité, Thomas avait choisi l'anonymat. Il avait investi sa fortune dans des projets sociaux qui ne portaient jamais son nom et avait reconstruit sa vie en tant qu'éducateur. L'Institut culturel Victor Hugo était en réalité financé par lui, un fait connu seulement du conseil d'administration qui respectait son désir de confidentialité. Chaque matin, Thomas arrivait à l'Institut en conduisant une voiture simple, portant des vêtements sans prétention et transportant la même sacoche en cuir usé. Rien dans son apparence ne suggérait que, sur un compte bancaire aux îles Caïmans, il y avait une fortune capable d'acheter la moitié du quartier où il enseignait. Les cours de littérature avançaient dans le semestre et Amélie plongeait de plus en plus profondément dans son monde de fantaisie romantique. Dans ses rêveries, elle imaginait des conversations profondes avec Thomas sur Proust, tandis qu'il marchait le long de la corniche, ou des débats sur l'œuvre de Colette durant un café au château d'If. La réalité, cependant, était sur le point d'interrompre ses rêves de manière abrupte. Pendant la première semaine de décembre, lors de l'organisation de la fête de fin d'année scolaire, Amélie entendit une conversation entre deux professeurs dans la salle d'art. Thomas a finalement demandé Sophie en mariage, commenta l'une d'elles en ajustant les banderoles décoratives. Il paraît qu'ils vont déménager à Paris le semestre prochain. Elle a obtenu un poste de professeur invité à la Sorbonne. Le monde d'Amélie s'écroula en silence. Les banderoles colorées, les voix animées des camarades, l'odeur de peinture fraîche, tout sembla s'évanouir comme un rêve brusquement interrompu. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'elle tenait les pinceaux qu'elle utilisait pour finaliser une affiche de vœux de fête. Cette même semaine, son père annonça qu'il avait été transféré à Lyon. La famille déménagerait après les fêtes de fin d'année. Amélie reçut la nouvelle avec un calme qui surprit tout le monde. Personne ne percevait qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait lentement. La veille de son départ, durant la fête de clôture, Amélie resta à l'écart des célébrations. Elle attendit le moment où la salle des professeurs serait vide et le cœur battant de façon irrégulière, glissa une petite enveloppe sous la porte du bureau de Thomas. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase, écrite avec son écriture, soignée sur un papier parfumé à l'essence de jasmin. L'amour véritable vaut l'attente. Sans regarder en arrière, Amélie Durand quitta l'Institut culturel Victor Hugo, emportant avec elle des rêves adolescents et laissant derrière elle, oublié dans la précipitation des adieux, son journal à couverture bleu marine dans un tiroir de l'ancienne armoire de la bibliothèque. Le lendemain matin, quand le soleil de Marseille se levait encore sur la mer, la famille Durand partit en direction de Lyon, laissant derrière elle le goût de la bouillabaisse, le son des tambours du Sud et un amour juvénile qu'Amélie se jurait à elle-même de ne jamais oublier. Dans les rues étroites du Panier, où le passé colonial marseillais se préservait entre des façades colorées et des ruelles sinueuses, Thomas Mercier marchait, pensif. Les mots écrits sur le petit billet parfumé l'avaient perturbé plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. L'amour véritable vaut l'attente. La phrase apparemment simple portait un poids qu'il reconnaissait bien, celui de la jeunesse qui confond admiration avec amour, qui transforme les professeurs en héros romanesques.
Thomas garda le billet dans son exemplaire des « Mémoires » d'outre-tombe, comme un marque-page permanent. Il ne savait pas qui l'avait écrit, bien qu'il s'en doutât. Il avait remarqué les regards d'Amélie pendant les cours, la façon dont elle absorbait chacun de ses mots, comme s'ils étaient des gouttes d'eau dans le désert. Mais ce n'était qu'une jeune fille de 15 ans, se répétait-il, une élève talentueuse avec un avenir prometteur en lettres. Le manoir qui servait de résidence dans le quartier Saint-Victor révélait peu sur sa véritable condition financière. C'était confortable, certes, mais sans ostentation. Meubles en bois foncé, murs décorés d'art régional, une terrasse qui offrait une vue sur la mer au loin. Seul son bureau personnel, rempli de premières éditions rares et de documents, soigneusement organisés, trahissait son amour pour ce que l'argent pouvait réellement acheter, la connaissance. « Tu penses au déménagement pour Paris ?» demanda Sophie, entrant dans le bureau avec 2 tasses de café. Sophie Chevalier, professeure d'histoire de l'art à l'université Aix-Marseille, était sa fiancée depuis presque 1 an. Grande, à la peau claire et aux cheveux noirs toujours impeccablement attachés, elle avait l'élégance discrète qui s'accordait avec la personnalité réservée de Thomas. « Je pense à l'Institut », répondit-il, acceptant le café. « Je me demande si j'ai fait la bonne chose en créant cet endroit. » Sophie s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Tu as transformé la vie de centaines de jeunes, principalement ceux à faible revenu. Comment cela pourrait-il ne pas être la bonne chose ?» Thomas soupira. « Ce n'est pas le but que je remets en question, mais la méthode. Peut-être aurais-je dû être plus transparent sur mon implication. » L'histoire de Thomas Mercier avait commencé loin de là, dans la banlieue de Paris. Fils d'une institutrice et d'un petit commerçant, il avait grandi entouré de livres empruntés et de rêves plus grands que son jardin. À l'adolescence, il avait développé un système numérique qui facilitait l'accès aux œuvres littéraires dans le domaine public, spécialement adapté pour les téléphones portables bas de gamme, outil essentiel dans un pays où beaucoup possédaient un smartphone avant même d'avoir un ordinateur. Ce qui avait commencé comme un projet universitaire s'était transformé en plateforme culturelle.com, révolutionnant l'accès à la littérature française. En seulement 5 ans, la start-up avait attiré l'attention d'investisseurs internationaux et avait été acquise par un conglomérat médiatique pour une somme qui fit la une des journaux économiques. Soudainement, à 27 ans, Thomas Mercier se retrouva millionnaire. L'argent, cependant, n'avait jamais été son objectif. La reconnaissance publique l'étouffait. Les interviews, les invitations à des conférences, les hommages, tout cela semblait déconnecté du but original de son travail. Démocratiser. La connaissance. C'est alors qu'il prit une décision radicale. Il engagea une équipe discrète d'administrateurs de patrimoine, divisa sa fortune entre des fonds d'investissement socialement responsables et des projets culturels anonymes et disparut du radar médiatique. Diplômé en lettres, il décida de revenir aux sources. Il serait professeur. L'Institut culturel Victor Hugo naquit de cette impulsion. Avec l'aide d'avocats spécialisés en philanthropie, Thomas structura l'école comme une fondation à but non lucratif, financée par un groupe d'entrepreneurs préoccupés par l'éducation, en réalité lui-même, à travers un réseau complexe de sociétés écrans. « Je pense que l'anonymat m'a permis d'être qui je suis vraiment », commenta Thomas, tout en observant le coucher de soleil marseillais par la fenêtre. « Être reconnu pour ce que je fais en classe, pas pour l'argent que je possède. » Sophie l'étudia avec son regard perspicace. « Mais n'est-ce pas exactement ce que ton argent est en train de faire? Te permettre de construire une réputation de professeur idéaliste, alors qu'en réalité tu as un matelas financier que la plupart des enseignants n'auront jamais. » La question frappa Thomas comme un coup inattendu. Sophie avait toujours eut le don d'exposer les contradictions qu'il préférait ignorer. C'était l'une des raisons pour lesquelles il l'aimait, ou croyait l'aimer. « Peut-être as-tu raison, » concéda-t-il après un long silence. « Peut-être y a-t-il une hypocrisie fondamentale dans ce que je fais. » Les mois qui précédèrent le déménagement à Paris furent marqués par une inquiétude croissante. Thomas se sentait divisé entre l'engagement envers Sophie, une relation sûre, intellectuellement stimulante, socialement adéquate, et un inexplicable sentiment d'incomplétude. Les fiançailles avaient été annoncées lors d'un dîner avec des collègues de l'université. La bague, choisie avec l'aide de son administrateur financier, était élégante sans être ostentatoire.
Tous félicitèrent le couple. Tous commentèrent à quel point ils formaient un partenariat parfait. Tous, sauf le cœur de Thomas qui restait étrangement silencieux. La semaine avant le déménagement prévu, Sophie reçut une invitation inattendue. Une université américaine lui offrait l'opportunité de coordonner un programme d'études européennes pendant 2 ans. C'était le genre de proposition qui surgit une fois dans une vie. « Tu pourrais venir avec moi », suggéra-t-elle, durant un dîner aux chandelles au restaurant du Musée d'art contemporain de Marseille. « Je suis certaine que tu trouverais du travail là-bas. Tes contacts dans l'industrie éditoriale ?»« Mes contacts », l'interrompit Thomas avec un sourire amer. « Les contacts que j'ai construits en tant qu'entrepreneur, pas en tant que professeur. Ce n'est pas cette identité que je veux poursuivre. » La discussion qui suivit fut civilisée, comme il convenait à 2 intellectuels, mais définitive. Sophie partit pour les États-Unis 2 semaines plus tard, laissant derrière elle une bague de fiançailles et la promesse non tenue d'un avenir ensemble. Thomas décida de rester à Marseille. L'Institut culturel Victor Hugo était devenu plus qu'un projet, c'était son but dans la vie. Il assuma le poste de directeur académique, gardant quelques cours de littérature qui le connectaient directement aux élèves. Les années passèrent avec la cadence propre à la capitale provençale, ni trop rapide comme Paris, ni trop lente comme les petites villes de province. Thomas établit une routine confortable entre l'Institut, sa maison dans le quartier Saint-Victor, et d'occasionnels voyages discrets pour surveiller ses investissements. Louise Garnier, qui était restée coordinatrice pédagogique, devint sa principale alliée dans l'administration de l'école. Efficace et discrète, elle connaissait le secret financier de Thomas et administrait le quotidien institutionnel avec une compétence incontestable. « Nous avons reçu le CV d'une jeune professeure qui, je pense, va vous intéresser », commenta Louise entrant dans son bureau un après-midi de février, 5 ans après le départ de Sophie. Diplômée avec mention de l'Université de Lyon, master en littérature française, quelques publications intéressantes sur le modernisme provençal. Thomas prit le curriculum sans beaucoup d'intérêt. Il était habitué à faire confiance au choix de Louise pour le corps enseignant. « Elle est de Lyon ?» demanda-t-il, remarquant l'université où la candidate avait étudié. « En fait, elle est marseillaise. Elle a vécu à Lyon pendant quelques années, mais elle revient à Marseille. » Quand Thomas lut finalement le nom en haut du document, il ressentit un étrange mélange de surprise et quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Amélie Durand. La jeune fille au regard attentif et aux questions perspicaces était devenue une femme et apparemment avait suivi le chemin des lettres comme il l'avait prévu. « Vous la connaissez ?» demanda Louise, percevant sa réaction. « Elle était mon élève il y a de nombreuses années », répondit-il, essayant de maintenir un ton neutre. « Très talentueuse. »« Parfait. Alors vous ne verrez pas d'objection à ce qu'elle prenne. En charge les classes de littérature française de 2e année ? Nous devons pourvoir le poste du professeur Marc de toute urgence. » Thomas hésita seulement 1 seconde avant d'acquiescer. « Aucun problème. Si son curriculum est aussi bon que vous le dites, ce sera une excellente addition à l'Institut. » Cette nuit-là, seul dans son bureau, Thomas sortit d'un tiroir fermé à clé le billet jauni par le temps. L'amour véritable vaut l'attente. Les mots, écrits avec la calligraphie délicate d'une adolescente, semblaient maintenant contenir une signification qu'il n'avait pas perçue auparavant. Pendant ce temps, dans un appartement temporaire, près du phare de Sainte-Marie, Amélie Durand défaisait les dernières valises de son déménagement de Lyon. Parmi les livres, les vêtements et de petits souvenirs de sa vie dans le Rhône, elle gardait soigneusement un dossier avec des coupures de journaux et des impressions d'articles sur l'Institut culturel Victor Hugo et son mystérieux directeur académique. À 25 ans, Amélie n'était plus la jeune fille rêveuse qui avait quitté Marseille une décennie auparavant. Elle s'était diplômée avec distinction, avait publié des articles académiques, s'était construite une réputation de chercheuse prometteuse. Ses relations amoureuses avaient été brèves et insatisfaisantes. Aucun homme ne semblait correspondre à l'idéal qu'elle avait cultivé depuis l'adolescence. Le retour à Marseille n'avait pas été planifié. Le poste à l'Institut apparut dans un bulletin d'opportunités académiques, et quelque chose en elle, intuition, destin ou simple curiosité, l'avait poussée à envoyer son CV.
Quand elle reçut l'email de Louise Garnier fixant un entretien, elle sentit son cœur s'accélérer, comme cela n'était pas arrivé depuis des années. Amélie savait que Thomas Mercier dirigeait toujours l'Institut. Elle savait qu'elle le croiserait probablement dans les couloirs, lors des réunions pédagogiques, lors des événements scolaires. Ce qu'elle ne savait pas, c'est s'il la reconnaîtrait, s'il se souviendrait de la jeune fille qui, un jour, avait déclaré qu'elle l'épouserait. L'idée la faisait sourire, avec un mélange d'embarras et d'expectative. Observant le paysage nocturne de Marseille par la fenêtre de son appartement, Amélie réfléchissait au chemin qui l'avait ramenée. 10 ans s'étaient écoulés. Elle n'était plus une adolescente amoureuse, mais une femme formée, avec des objectifs clairs et une carrière en construction. Pourtant, elle ne pouvait nier que quelque chose de l'ancienne flamme restait allumé, comme une promesse faite il y a longtemps, qui attendait encore d'être tenue. L'Institut culturel Victor Hugo conservait la même façade coloniale qu'Amélie gardait en mémoire, avec ses murs ocre et ses larges fenêtres en bois. Cependant, en franchissant le portail principal ce matin de mars, elle remarqua de petits changements qui dénonçaient le passage du temps. Le jardin plus élaboré, une nouvelle aile de salles à droite, des panneaux solaires discrètement installés sur le toit. Vêtue d'une robe bleu marine simple et de sandales basses, Amélie portait une pochette avec son matériel de cours et la nervosité de quelqu'un qui revient dans un lieu chargé de signification. Ses cheveux bouclés, autrefois toujours attachés, en tresse, tombaient maintenant librement sur ses épaules, encadrant un visage qui avait mûri sans perdre la vivacité de son regard. « Amélie Durand ?» Une voix féminine l'appela dans le hall principal. « Je suis Florence, assistante de la coordination. Dr Louise vous attend pour présenter les installations avant votre premier cours. » Florence, une jeune femme à l'apparence efficace avec un bloc-notes en main, conduisit Amélie à travers les couloirs de l'Institut. Des groupes d'adolescents passaient en discutant avec animation, certains lançant des regards curieux à la nouvelle professeure. Dans la salle des professeurs, elle fut présentée à des collègues qui sourirent cordialement avant de retourner à leurs occupations. « L'Institut a beaucoup grandi ces dernières années », expliqua Florence, tandis qu'elle marchait en direction de la coordination. « Nous avons maintenant des laboratoires de sciences bien équipés, une bibliothèque numérique et des partenariats avec des universités internationales. Le professeur Mercier a une vision d'avenir. » Le nom fit sauter une pulsation au cœur d'Amélie, mais elle maintint une expression neutre. Impressionnant. Et l'approche humaniste continue d'être le différentiel? Absolument. Le professeur Mercier insiste sur le fait que la technologie sans humanité est vide. C'est pourquoi nous maintenons les arts et la littérature comme piliers du programme, malgré toute cette modernisation. La porte de la coordination s'ouvrit avant qu'elle n'arrive, et Louise Garnier émergea, impeccable dans son tailleur gris et ses talons moyens. Ses cheveux, maintenant avec quelques fils gris, restaient attachés dans le même chignon élaboré dont Amélie se souvenait. « Amélie, quel plaisir de vous accueillir à nouveau !» dit Louise, tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. « Vous vous êtes transformée en une jeune femme remarquable, exactement comme nous l'avions prévu quand vous étiez notre élève. » Amélie accepta la salutation, sentant quelque chose d'indéfinissable dans le ton de la coordinatrice. « C'est un plaisir de revenir, Dr Garnier. L'Institut semble encore plus impressionnant que dans mes souvenirs. »« Fruit de beaucoup de travail et de dévouement, » répondit Louise, indiquant la porte de son bureau. « Parlons de vos classes. Le professeur Mercier devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Il tient à connaître personnellement tous les nouveaux professeurs. » Le bureau de Louise reflétait sa personnalité, organisé, élégant et légèrement intimidant. Diplômes et certificats ornaient les murs, avec des photographies de la coordinatrice aux côtés de figures importantes de l'éducation française. Sur son bureau, une photo en particulier attira l'attention d'Amélie. Louise et Thomas lors d'un événement formel, souriant côte à côte. « Vous semblez proches », commenta Amélie, indiquant la photographie d'un geste discret. Louise ajusta l'image avec des doigts soigneux. « Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Le professeur Mercier valorise la loyauté par-dessus tout. » Son ton contenait une nuance possessive qui ne passa pas inaperçue. La conversation se poursuivit avec des orientations pratiques sur les classes qu'Amélie assumerait, la méthodologie d'évaluation et les projets en cours. Louise parlait avec une précision professionnelle, mais Amélie percevait un sous-texte dans ses paroles, comme si elle était constamment évaluée au-delà du cadre académique.
La porte s'ouvrit sans avertissement préalable, et Amélie sentit l'air quitter momentanément ses poumons. Thomas Mercier entra avec la même présence tranquille dont elle se souvenait, bien que le temps eût laissé des marques subtiles. Quelques fils gris aux tempes, des lignes d'expression autour des yeux, un air de sagesse que seules les années confèrent. Les mêmes lunettes à monture discrète, la même façon de porter des livres contre sa poitrine. « Excusez mon retard », dit-il, fermant la porte. « J'ai dû résoudre une situation avec la classe de terminale. » Sa voix restait la même, grave, mélodieuse, capable de transformer une simple phrase en quelque chose de mémorable. Quand ses yeux rencontrèrent finalement ceux d'Amélie, il y eut un moment de reconnaissance qui sembla suspendre le temps. Un silence chargé de souvenirs non dits, de chemins divergents qui maintenant convergeaient à nouveau. « Amélie, dit-il finalement, avec un sourire contenu, bienvenue à nouveau à l'Institut. »« Professeur Mercier, répondit-elle, remerciant mentalement les heures passées à répéter ce moment, contrôlant chaque nuance de sa voix pour paraître professionnelle. « C'est un plaisir de vous revoir. » Louise observait l'échange avec des yeux attentifs, comme un prédateur étudiant sa proie. « Amélie fut l'une de nos élèves les plus brillantes, » commenta-t-elle, brisant la tension du moment. « Elle revient maintenant comme une universitaire prometteuse. » Thomas acquiesça, gardant toujours son regard fixé sur Amélie. « Je m'en souviens bien. Vos analyses de Balzac étaient extraordinaires, même pour une adolescente. »« Vous avez toujours été généreux dans vos compliments, » répondit Amélie, soutenant son regard avec une confiance qu'elle ne possédait pas 10 ans auparavant. La réunion se poursuivit avec des discussions sur le programme curriculaire et les attentes de l'Institut. Thomas parlait avec passion de la littérature française contemporaine, un domaine qu'Amélie avait exploré dans sa dissertation de master. La conversation coulait avec une naturalité surprenante, comme si les années de séparation n'avaient donc pas existé. « Votre article sur l'influence de la culture méditerranéenne dans l'œuvre de Pagnol était remarquable », commenta Thomas, se référant à une publication récente d'Amélie. « J'adorerais discuter certaines de vos idées à un autre moment, si vous êtes disposé. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Louise intervint doucement. « Thomas, nous ne devons pas surcharger notre nouvelle professeure lors de son premier jour. Je suis sûr qu'il y aura du temps pour des discussions académiques à l'avenir. » Le reste de la matinée se déroula dans un tourbillon d'activités. Amélie découvrit ses salles de classe, se familiarisa avec le système numérique de l'Institut et rencontra d'autres professeurs pendant la pause. Lors de son premier cours, avec des adolescents curieux de 2e année, elle se sentit étrangement à l'aise, comme si elle était revenue à un endroit qui avait toujours été le sien. Ce ne fut qu'à la fin de l'après-midi, quand l'Institut se vidait déjà, qu'Amélie trouva un moment de solitude dans la bibliothèque. L'espace avait été complètement rénové. Étagères modernes, table d'études équipée de prises électriques, un système de catalogage numérique. Pourtant, l'odeur des livres restait la même, réconfortante et familière. « Certaines choses ne changent jamais », dit une voix derrière elle. Amélie se retourna pour trouver Thomas debout à l'entrée de la bibliothèque, les mains dans les poches de son pantalon de ville, l'observant avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Professeur Mercier, » dit-elle, fermant le livre qu'elle feuilletait. « Je pensais que tout le monde était déjà parti. Je vous en prie, appelez-moi Thomas. Nous sommes collègues maintenant. » Il marcha jusqu'à elle, maintenant une distance respectueuse. « Et j'ai l'habitude de rester tard. Cet endroit a une énergie différente quand il est vide. » Amélie acquiesça, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. « Je ressentais la même chose quand j'étais élève. Parfois, je restais étudier ici jusqu'à ce que Madame Rosalie, la bibliothécaire, me chasse pratiquement. » Madame. Rosalie a pris sa retraite il y a 2 ans, commenta Thomas avec un sourire nostalgique. Mais avant cela, elle a continué à chasser les élèves retardataires jusqu'à son dernier jour. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé de paroles non dites. Amélie pouvait sentir le poids des années, des choix, des chemins qu'ils avaient tous deux parcourus séparément. « Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui, » dit Thomas finalement. Les élèves commentent déjà la nouvelle professeure qui discute de Marguerite Duras comme si elle l'avait connue personnellement. Amélie rit. « J'essaie simplement de leur faire comprendre que la littérature n'est pas quelque chose de distant, de poussiéreux, que ces auteurs parlèrent de questions qui restent pertinentes. » « Exactement comme j'ai essayé de vous l'enseigner, » répondit-il avec une lueur dans les yeux qui fit accélérer le cœur d'Amélie.
Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone portable de Thomas vibra. Il le consulta rapidement, fronçant les sourcils. « Je dois y aller, nous avons une situation avec le conseil d'administration. » Rangeant l'appareil, il hésita un moment. « Je suis heureux que vous soyez revenue, Amélie. Marseille a gagné des couleurs différentes avec votre retour. » Après son départ, Amélie resta dans la bibliothèque quelques minutes de plus, absorbant la signification de cette rencontre. Elle n'était plus la jeune fille qui avait juré d'épouser son professeur de littérature. Elle était une femme accomplie, une professionnelle compétente qui revenait par son propre mérite. Et pourtant, quelque chose de l'ancienne connexion restait là, pulsant sous la surface des conventions sociales et professionnelles. En quittant l'Institut, déjà sous le ciel orangé du crépuscule marseillais, Amélie ne remarqua pas le regard qui la suivait depuis la fenêtre de la coordination. Louise Garnier observait son départ avec une expression indéchiffrable, le téléphone portable en main composant un numéro qu'elle connaissait bien. « Richard, c'est Louise. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. Amélie Durand, notre nouvelle professeure de littérature. Je veux tout savoir sur ses 10 dernières années à Lyon, particulièrement ses relations, ses connexions universitaires et tout ce qui pourrait être problématique pour l'Institut. » Pendant ce temps, dans son appartement au phare de Sainte-Marie, Amélie ouvrait un ordinateur portable et recherchait sur Internet des informations sur l'Institut culturel Victor, Hugo. Les reportages mentionnaient son excellence académique, son approche innovante et le mystérieux groupe d'investisseurs qui le finançait généreusement. Nulle part le nom de Thomas Mercier n'apparaissait comme plus qu'un directeur académique et professeur. « Qui êtes-vous vraiment, Thomas ?» murmura Amélie pour elle-même, tandis que le soleil se couchait sur la baie de Marseille, tintant, le ciel de tons rouge et or qui rappelait des promesses faites il y a longtemps. Cette même nuit, dans sa maison du quartier Saint-Victor, Thomas ouvrait un tiroir fermé à clé dans son bureau. Parmi des documents importants et quelques photographies anciennes, se trouvait une petite enveloppe jaunie par le temps, contenant un billet parfumé qu'il n'avait jamais eu le courage de jeter. L'amour véritable vaut l'attente. Les mots écrits 10 ans auparavant semblaient maintenant un présage qui commençait enfin à se concrétiser. Les premières semaines d'Amélie à l'Institut s'écoulèrent avec la cadence propre à Marseille, ni pressée comme dans les métropoles parisiennes, ni lente comme dans les villes provinciales. Les cours prenaient vie entre ses mains, transformant la littérature française de matière scolaire en expérience vivante. Ses élèves l'observaient avec ce mélange particulier de respect et de curiosité que les adolescents réservent aux professeurs qui parviennent à traverser la barrière de l'indifférence juvénile. Lors des réunions pédagogiques, Amélie remarquait le regard fréquent de Thomas dans sa direction, toujours attentif à ses contributions. C'étaient des regards brefs, professionnels, mais chargés de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer complètement. Quelque chose entre reconnaissance et découverte, comme quelqu'un qui retrouve un livre lu il y a longtemps et perçoit des couches de signification auparavant non remarquées. Louise Garnier, quant à elle, maintenait une vigilance qu'Amélie commençait à considérer excessive. La coordinatrice apparaissait de façon inattendue pendant ses cours, sollicitait des rapports détaillés sur les méthodologies appliquées, questionnait subtilement ses choix pédagogiques. Dr Garnier semble avoir un intérêt particulier pour vous, commenta Marine, professeure d'histoire, et la première à établir une amitié sincère avec Amélie. Elles étaient dans le petit café proche de l'Institut, partageant une pause entre les cours. Je ne l'ai jamais vue aussi attentive à l'adaptation d'un professeur. Amélie remua le sucre dans son café, pensive. Peut-être est-ce parce que j'ai été élève ici. Elle veut probablement s'assurer que je maintiens les standards de l'Institut. Marine haussa un sourcil, un geste qu'elle faisait quand elle désapprouvait diplomatiquement. Ou peut-être est-ce parce que vous et Thomas semblez avoir une syntonie naturelle lors des réunions. Louise a toujours été territoriale par rapport à lui. Territoriale, ils ont une relation, pas officiellement, mais il y a des rumeurs depuis des années. Elle a clairement des sentiments pour lui, bien que Thomas maintienne tout strictement professionnel. Marine baissa la voix. On dit qu'elle était complètement différente, avant que son ex-fiancé ne parte. Après cela, elle a assumé ce rôle de gardienne de l'Institut, et de lui par extension. La conversation fut interrompue par l'alarme du téléphone portable d'Amélie, lui rappelant son prochain cours. Tandis qu'elle retournait à l'Institut, elle absorbait l'information,
l'intégrant comme une nouvelle pièce dans le puzzle qu'était Thomas Mercier. Cet après-midi-là, après la fin des cours, Amélie se dirigea vers la salle des ressources pédagogiques pour chercher du matériel audiovisuel. La salle, rarement utilisée en dehors des horaires de planification, abritait non seulement des équipements modernes, mais aussi de vieilles armoires, avec des archives physiques, un témoignage de la transition technologique par laquelle l'Institut passait. Tandis qu'elle cherchait parmi les étagères un documentaire sur le modernisme français, Amélie remarqua une armoire en bois foncé dans le coin le plus éloigné. Différent des autres meubles, celui-ci semblait plus ancien, avec des sculptures délicates sur les portes et une serrure ornementée. Pour quelque raison, le meuble lui semblait familier. « C'est l'ancienne armoire de la bibliothèque », dit une voix derrière elle, la faisant sursauter. Bernadette, la plus ancienne employée de l'Institut, sourit avec ses yeux bienveillants. Quand ils ont rénové la bibliothèque, ils n'ont pas voulu la jeter. Elle a plus de 100 ans, fabriquée par des artisans provençaux. Amélie s'approcha du meuble, sentant une étrange connexion avec l'objet. « Elle est fermée à clé ?»« Non, non, juste coincée par le temps. Nous y gardons des matériels anciens, des choses que personne n'utilise plus, mais qui ont une valeur historique. » Bernadette s'approcha, tirant délicatement une des portes qui s'ouvrit avec un grincement nostalgique. Voyez de vieux cahiers, des cartes périmées, même quelques travaux d'élèves que les professeurs ont considérés exceptionnels. Le cœur d'Amélie s'accéléra inexplicablement. Des travaux d'élèves? Oui, une tradition du professeur Mercier. Il garde des rédactions, des poèmes, des essais qu'il considère extraordinaires. Il dit qu'il est important de préserver l'évolution de la pensée des jeunes. Avec un sourire reconnaissant, Amélie congédia l'aide de Bernadette, promettant d'organiser un peu l'armoire tout en cherchant son matériel. Quand elle fut seule, elle commença à explorer les étagères avec une curiosité croissante. Dans le 3e tiroir, elle trouva une simple boîte en carton, identifiée uniquement par les lettres AE, archives étudiantes, supposa-t-elle. À l'intérieur de la boîte, parmi des travaux jaunis et d'anciennes photographies de classes diplômées, quelque chose capta immédiatement son regard. Un cahier à couverture bleu marine. Son journal. Ce même journal qu'elle avait abandonné par inadvertance 10 ans auparavant, dans la précipitation du départ pour Lyon. Avec des mains tremblantes, Amélie sortit l'objet de la boîte. Le cahier était exactement comme elle l'avait laissé. La couverture légèrement décolorée. Un ruban marque-page pendant à l'extérieur, son nom écrit au stylo argenté dans le coin inférieur droit. En l'ouvrant, elle retrouva sa propre calligraphie adolescente, des confessions et des rêves capturés à l'encre bleue. Aujourd'hui, le professeur Thomas a récité Apollinaire et semblait regarder directement vers moi. J'ai senti comme si les mots « l'amour s'en va comme cette eau courante » étaient un message particulier. Amélie ferma rapidement le journal, le visage échauffé par la honte rétrospective. Les sentiments adolescents, si intenses et absolus, semblaient maintenant simultanément naïfs et vrais. C'était comme rencontrer une version antérieure d'elle-même, préservée dans l'ambre du temps. Sans réfléchir à 2 fois, Amélie mit le journal dans son sac. C'était le sien, après tout. Un fragment de son histoire qui méritait d'être récupéré, même si c'était seulement pour être correctement rangé. Ce qu'Amélie ne savait pas, tandis qu'elle quittait la salle des ressources avec le journal bien gardé, c'est que ce simple acte déclencherait une série d'événements qui transformeraient l'Institut et sa vie. Le lendemain matin, une agitation inhabituelle s'emparait des couloirs. Les élèves se réunissaient en petits groupes, chuchotant et pointant discrètement vers le panneau d'affichage principal. Amélie s'approcha, curieuse, seulement pour sentir son sang se glacer dans ses veines. Affiché sur le panneau, sur du papier coloré et avec une calligraphie élaborée, se trouvait une transcription d'un extrait de son journal. Parfois, quand il explique le romantisme, j'imagine comment ce serait de sentir ses mains dans les miennes tandis que nous marchons le long de la corniche. Est-ce qu'il remarque comme mon cœur s'accélère quand nos regards se croisent pendant le cours? Hier, j'ai rêvé qu'il m'appelait par mon prénom, pas comme un professeur appelle une élève, mais comme un homme appelle la femme qu'il admire. Le texte ne portait pas de signature, mais quiconque connaissant le contexte pourrait déduire qu'il s'agissait d'une élève amoureuse d'un professeur. Amélie sentit son estomac se retourner. Comment était-ce possible?
Le journal avait été dans son sac toute la nuit. Arrachant le papier du panneau d'une main tremblante, Amélie se dirigea rapidement vers la salle des professeurs, seulement pour trouver une scène similaire. Un autre extrait différent du premier était affiché sur le tableau d'affichage. Aujourd'hui, il a mentionné que son poète préféré est Baudelaire. J'ai passé tout l'après-midi à la bibliothèque à lire « Les fleurs du mal » à plusieurs reprises, essayant de comprendre ce qui, dans ses vers, le touche si profondément. Je veux connaître chaque recoin de son esprit, chaque référence qui illumine ses yeux quand il parle. On dirait que nous avons une petite Roméo et Juliette parmi nous, commenta Pierre, professeur de mathématiques, tout en retirant le papier. Les adolescents et leur passion dramatique. Je parie que c'est une élève de terminale. Amélie sentit son visage brûler. C'est inapproprié. Quelqu'un devrait enquêter sur qui fait cela. J'ai déjà informé la coordination, répondit Pierre, sans percevoir son malaise. Bien que, entre nous, je pense qu'il y a des choses plus préoccupantes qui se passent que des petits billets romantiques. Vous avez entendu parler du groupe d'entrepreneurs intéressés par le terrain de l'Institut. La question prit Amélie par surprise, la détournant momentanément de sa crise personnelle. Quel groupe d'entrepreneurs? Le Consortium Méditerranée Développement. Il prévoit un centre commercial gigantesque dans cette zone. Ils ont offert une fortune pour la propriété. Pierre baissa la voix. On dit que certains membres du conseil d'administration envisagent la proposition. Après tout, l'Institut pourrait être transféré dans des installations plus modernes, avec le double de l'espace actuel. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'autres professeurs et Amélie profita de la distraction pour s'échapper vers sa salle de classe. Au cours de la journée, elle découvrit que les extraits de son journal avaient été dispersés à divers endroits de l'Institut, dans les toilettes, à la cantine, dans les couloirs. Quelqu'un avait fait des copies et les avait distribuées stratégiquement, garantissant une exposition maximale. Pendant la pause, Amélie perçut les regards et les chuchotements des élèves, quelques rires étouffés, quelques expressions d'empathie. La situation devenait insupportable à chaque minute. « Professeur Amélie ?» La voix de Louise Garnier interrompit ses pensées. La coordinatrice était debout à la porte de sa salle, expression impassible. « Pouvons-nous parler dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Le trajet jusqu'à la coordination sembla interminable. Amélie se sentait comme si elle marchait dans un couloir transparent, exposé à tous les regards. Dans le bureau méticuleusement organisé, Louise lui indiqua une chaise avant de s'asseoir dans son propre fauteuil en cuir. « J'imagine que vous avez déjà vu les textes qui ont été dispersés dans toute l'école, » commença Louise, joignant le bout de ses doigts dans un geste calculé. Une situation assez désagréable. « Complètement inappropriée, » acquiesça Amélie, maintenant la voix ferme malgré le tourbillon intérieur. Quelqu'un est en train d'envahir l'intimité d'une élève. Louise inclina légèrement la tête, l'étudiant avec des yeux perspicaces. « Une élève ? Intéressant que vous supposiez cela automatiquement. » Le ton provoqua un frisson chez Amélie. « Eh bien, par la nature du contenu. »« Par la nature du contenu, » interrompit Louise doucement. « Il semble s'agir de quelqu'un qui nourrit des sentiments inappropriés pour un professeur. Quelqu'un qui, peut-être, est revenu récemment à l'Institut. » Le silence qui suivit était dense, comme l'humidité. Ta Marseillaise. Amélie sentit l'accusation planer dans l'air, non verbalisée, mais clairement présente. « Docteur Garnier, si vous insinuez. » « Je n'insinue rien, professeur Durand. » Louise ouvrit un tiroir et plaça sur la table une feuille de papier, un autre extrait de son journal. « Je remarque simplement des similitudes curieuses entre ces textes anonymes et certaines attitudes que j'ai observées depuis votre arrivée. » Amélie respira profondément, rassemblant tout le sang-froid qu'elle pouvait. « Ces textes ont été volés d'un journal personnel que j'ai tenu quand j'étais adolescente. Je l'ai trouvé hier dans la salle des ressources, dans l'ancienne armoire de la bibliothèque. Quelqu'un a dû le prendre de mon sac pendant la nuit. » Louise haussa un sourcil. « Un journal d'adolescente ? Tenu il y a combien de temps exactement ? » « À 10 ans, quand j'étais élève à cet institut. » Une lueur de satisfaction traversa les yeux de la coordinatrice. « Alors vous confirmez que ces sentiments pour un professeur, présumément le professeur Mercier, étaient les vôtres ?» Amélie se sentit piégée. Admettre serait s'exposer complètement. Nier serait mentir de façon transparente.
C'étaient les sentiments d'une adolescente, docteur Garnier. Tout étudiant, à un moment ou un autre, idéalise un professeur. Cela est resté dans le passé, ou cela devrait rester. Cependant, vous avez choisi de revenir précisément à cette institution parmi tant d'options disponibles pour quelqu'un avec votre curriculum. Louise se leva, marchant lentement dans la pièce. Et maintenant, ces textes surgissent, coïncidant avec votre arrivée. M'accusez-vous de quelque chose, docteur Garnier? Amélie se leva aussi, refusant de rester en position d'infériorité physique. Je suis simplement préoccupée par la réputation de l'Institut, répondit Louise, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les rumeurs sont comme les marées, professeur Durand. Une fois commencées, elles peuvent difficilement être contenues, particulièrement les rumeurs sur le favoritisme dans l'embauche de professeurs jeunes et attractifs, avec un historique d'admiration pour leurs supérieurs. La menace était claire. Amélie sentit la colère remplacer la peur initiale. J'ai été engagée pour ma qualification académique et mon expérience professionnelle, docteur Garnier. Mon passé comme élève et mes sentiments adolescents n'ont aucune pertinence pour ma position actuelle. Naturellement, acquiesça Louise avec une fausse cordialité. Je suis certaine que le conseil d'administration pensera de même quand cette situation parviendra à leur connaissance, ou quand la presse locale découvrira que la nouvelle professeure vedette de l'Institut était en réalité une ancienne élève obsédée par le directeur actuel. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit sans avertissement. Thomas entra, expression sérieuse, tenant l'un des papiers colorés dans sa main. « Louise, nous devons parler de ces textes qui sont en train d'être... » Il s'interrompit en voyant Amélie, percevant immédiatement la tension dans la pièce. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez en réunion. »« En fait, votre arrivée est opportune, Thomas, » dit Louise, avec un sourire calculé. « Nous étions justement en train de discuter de l'origine de ces intéressants fragments littéraires qui sont apparus dans toute l'école. » Le regard de Thomas passa entre les deux femmes, captant les nuances de la situation. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux d'Amélie, un regard chargé de questions non formulées. « Et êtes-vous arrivé à une conclusion ?» demanda-t-il, maintenant un ton neutre. « La professeure Durand a une théorie fascinante à ce sujet, » répondit Louise avant qu'Amélie ne puisse parler. « Peut-être devrait-elle la partager avec vous, en privé ?» Sur ces mots, Louise se dirigea vers la porte. « Je vais vous laisser seule pour discuter de ce sujet délicat. Après tout, cela semble être quelque chose de personnel. » Le claquement de la porte se refermant derrière elle résonna comme un présage de tempête. Le silence dans le bureau de Louise était dense comme l'air avant un orage méditerranéen. Amélie restait debout, les mains serrant la bandoulière de son sac avec une force suffisante pour laisser les jointures des doigts blanches. Thomas ferma les yeux un moment, comme s'il organisait des pensées éparses, avant de finalement le rompre. « Vous savez ce que sont ces textes, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix calme contrastant avec la tension palpable de l'environnement. Amélie acquiesça lentement. « Ce sont des extraits de mon journal d'adolescence. Je l'ai trouvé hier dans la salle des ressources, dans l'ancienne armoire de la bibliothèque. Quelqu'un a dû le prendre de mon sac pendant la nuit. » Thomas ne manifesta pas de surprise, seulement une résignation qui l'intrigua. « Je craignais quelque chose comme ça, » confessa-t-il, passant la main dans ses cheveux légèrement grisonnants aux tempes. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cette conversation est en retard de 10 ans. » Amélie obéit, l'observant avec curiosité, tandis qu'il marchait jusqu'à la fenêtre. Dehors, le ciel de Marseille commençait à s'assombrir avec des nuages d'orage s'approchant de l'horizon. Un reflet parfait de l'atmosphère à l'intérieur du bureau. « Je savais qu'il était à vous, » dit finalement Thomas, se tournant, pour la regarder. « Le journal. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque quelques jours après votre départ pour Lyon. J'ai reconnu votre écriture immédiatement. » La révélation frappa Amélie comme une vague inattendue. « Vous l'avez lu ?»« Pas intentionnellement au début. Je l'ai ouvert pour identifier le propriétaire et j'ai reconnu votre écriture. Mais après... » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Après, oui, j'ai lu quelques pages. Suffisamment pour comprendre vos sentiments. Suffisamment pour garder le journal en sécurité où personne d'autre ne pourrait le trouver. » Alors, comment a-t-il fini dans l'armoire? De la salle des ressources? Je l'y ai placé quand? Nous avons rénové la bibliothèque il y a environ 2 ans. Cette armoire est rarement utilisée
et j'ai pensé qu'il y serait en sécurité jusqu'à ce que je puisse, eh bien, vous le rendre un jour, peut-être. » Amélie essayait de traiter l'information. Son journal adolescent avait été entre les mains de Thomas tout ce temps. Il connaissait ses sentiments les plus intimes, ses fantaisies juvéniles, ses déclarations passionnées. « Pourquoi ne l'avez-vous pas détruit ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. Cela aurait été plus simple. Thomas sourit légèrement, le premier vrai sourire depuis qu'il était entré dans la pièce. Détruire quelque chose d'aussi sincère aurait été impardonnable. Votre écriture, même à 15 ans, avait une honnêteté émouvante. Le détruire aurait été comme brûler un poème pour être trop vrai. Les mots touchèrent Amélie profondément, mais une question plus urgente occupait ses pensées. S'il a été gardé en sécurité pendant si longtemps, comment ces extraits sont-ils apparus maintenant, répandus dans toute l'école? Cela, répondit Thomas, s'asseyant finalement en face d'elle, est ce que nous devons découvrir. Quelqu'un essaie de créer une situation compromettante. La question est, qui aurait intérêt à cela? Le nom de Louise Garnier flotta, dans l'air entre eux, non prononcé mais clairement présent. Il y a une autre question plus immédiate, continua Thomas. Comment gérer les rumeurs qui ont déjà commencé à circuler? Les adolescents sont des observateurs perspicaces. Certains m'ont déjà fait le lien entre les textes anonymes et le fait que vous avez été élève ici. Amélie sentit son visage brûler. L'idée que ses élèves puissent discuter de ses sentiments adolescents était mortifiante. Cela peut compromettre mon autorité en classe. Cela se peut, à moins que Thomas semblait hésiter, considérant quelque chose de risqué. À moins que quoi? À moins que nous n'affrontions cela ouvertement, pas avec des explications ou des excuses, mais avec dignité professionnelle. Continuer à enseigner comme si rien ne s'était passé. Toute démonstration de honte ou de culpabilité sera interprétée comme une confirmation de quelque chose d'inapproprié. Amélie réfléchit à la suggestion. Elle était sensée, quoique difficile. Et Louise, elle a clairement ses suspicions. Louise, Thomas soupira profondément. C'est une histoire compliquée. Elle a été essentielle pour l'Institut pendant des années, mais récemment j'ai remarqué des changements dans son comportement. Une rigidité, une possessivité par rapport au travail. Et à moi. Marine a mentionné que Louise a des sentiments pour vous. Des sentiments que je n'ai jamais encouragés, clarifia Thomas rapidement. Notre relation a toujours été strictement professionnelle, du moins de mon côté, mais je soupçonne qu'elle a interprété ma confiance professionnelle comme quelque chose de plus. La conversation fut interrompue par des coups fermes à la porte. Sans attendre de réponse, Bernadette, la plus ancienne employée de l'Institut, entra précipitamment. « Professeur Mercier, excusez-moi de vous interrompre, mais le conseil d'administration est réuni dans la salle de conférence. Monsieur Maurice Fontaine est présent et insiste sur votre présence immédiate. » Thomas fronça les sourcils. « Maurice Fontaine, le représentant du consortium Méditerranée ?»« Oui, monsieur. Il semble qu'il y ait une offre formelle présentée pour l'achat du terrain de l'Institut. » Amélie observa la transformation dans l'expression de Thomas, un mélange de préoccupation et de détermination remplaçant l'expression personnelle des moments précédents. « Je dois y aller, dit-il, se levant. Mais cette conversation n'est pas terminée, Amélie. S'il vous plaît, attendez dans mon bureau. Il y a plus que vous devez savoir. » Après le départ de Thomas, Amélie resta dans le bureau de Louise quelques minutes, essayant d'organiser ses pensées. La situation du journal était embarrassante, certainement, mais pas dévastatrice. Les adolescents ont des passions intenses. Les professeurs le savent. Le vrai problème était comment Louise pourrait utiliser cela contre elle. Décidant qu'elle ne resterait pas à attendre passivement, Amélie se dirigea vers la salle de conférence. Elle n'entrerait pas, bien sûr, mais pourrait au moins essayer de comprendre la gravité de la situation avec le consortium d'entrepreneurs. Le couloir qui menait à la salle de conférence était désert, permettant à Amélie de s'approcher discrètement. La porte n'était pas complètement fermée et des voix exaltées s'échappaient par l'entrebâillement. « 6 millions d'euros est une offre plus que généreuse pour le terrain, disait une voix masculine qu'Amélie supposa être celle de Maurice Fontaine. L'Institut pourrait être relocalisé dans des installations modernes avec le double de l'espace actuel. Ce bâtiment a une valeur historique et sentimentale, répondit Thomas, sa voix ferme. Il n'est pas à vendre à aucun prix. Avec tout le respect, professeur Mercier,
intervint une autre voix, un des membres du conseil, Amélie présuma. La décision n'appartient pas seulement au directeur académique. Le conseil a la responsabilité fiduciaire de considérer des offres avantageuses. Exactement, acquiesça Maurice Fontaine. Et pour être franc, la situation financière de l'Institut ne semble pas des plus solides. Les rapports indiquent des déficits croissants ces derniers trimestres. Amélie fronça les sourcils, confuse. D'après ce qu'elle savait, l'Institut était dans une excellente situation financière, avec des bourses offertes et des équipements de dernière génération acquis régulièrement. « Les rapports sont incorrects », déclara Thomas avec une fermeté surprenante, « et je peux le prouver. » « Même s'ils le sont, répondit un membre du conseil, nous savons que l'Institut dépend de donations d'un groupe anonyme d'entrepreneurs. Des donations qui peuvent cesser à tout moment, nous laissant dans une situation vulnérable. » Un silence suivit cette déclaration. Amélie pouvait imaginer Thomas réfléchissant à son prochain mouvement, comme dans une partie d'échecs, particulièrement tendue. « Messieurs, dit-il finalement, sa voix plus basse mais encore audible, il y a quelque chose que je dois clarifier. Quelque chose que seulement 3 personnes dans cette institution savent jusqu'à maintenant. » Amélie s'approcha davantage de la porte, sentant qu'elle était sur le point d'être témoin d'une révélation significative. « Il n'existe pas de groupe anonyme d'entrepreneurs finançant l'Institut, » continua Thomas. « Il n'y a qu'une personne, moi. » Les exclamations de surprise à l'intérieur de la salle furent étouffées par la propre stupéfaction d'Amélie. Elle couvrit sa bouche avec sa main, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Qu'êtes-vous en train de dire, Mercier ?» demanda quelqu'un incrédule. « Je dis que j'ai fondé l'Institut culturel Victor Hugo avec mes propres ressources, il y a 12 ans. Chaque rénovation, chaque bourse d'études, chaque équipement a été financé directement par moi, à travers une structure légale complexe conçue pour maintenir mon anonymat. Mais comment? D'où viendraient de telles ressources? Avant de devenir éducateur, j'étais entrepreneur. J'ai créé plateformeculturelle.com qui a révolutionné l'accès numérique à la littérature française. Quand je l'ai vendu, je suis devenu financièrement indépendant. J'ai choisi d'investir ma fortune dans la création de cet institut, non comme un acte de charité, mais comme un but dans la vie. » Le silence qui suivit était dense, chargé d'implications. Amélie recula de quelques pas, sentant qu'elle avait été témoin de quelque chose qui transformerait complètement sa compréhension de Thomas Mercier. « Cela change tout, » dit finalement Maurice Fontaine. « Si ce que vous dites est vrai, alors l'Institut n'est pas à vendre, » conclut Thomas fermement. « Il ne l'a jamais été. Le terrain, le bâtiment, tout appartient à la Fondation culturelle Mercier, dont je suis l'unique mécène. Le conseil d'administration a une fonction consultative non délibérative, conformément aux statuts originaux. » Amélie s'éloigna de la porte, marchant rapidement en direction du bureau de Thomas. Son esprit travaillait frénétiquement, connectant des points qui auparavant semblaient déconnectés. La voiture modeste, les vêtements simples, le dévouement. Absolu à l'Institut, tout faisait sens maintenant. Thomas n'était pas seulement un professeur passionné de littérature, c'était un millionnaire qui avait choisi l'anonymat pour se consacrer à une cause en laquelle il croyait. Dans le bureau de Thomas, Amélie attendit, essayant d'absorber toutes les révélations de cette journée extraordinaire. Quand la porte s'ouvrit finalement presque 1 heure plus tard, Thomas semblait épuisé, mais étrangement soulagé. « Vous avez entendu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sans préambule. Amélie ne vit pas de raison de mentir. « Oui, j'étais dans le couloir. » Thomas acquiesça comme s'il s'y attendait déjà. « Alors vous savez qui je suis réellement. Je sais que vous êtes le fondateur et le mécène de l'Institut, que vous avez créé plateformeculturelle.com, que vous êtes apparemment beaucoup plus riche que vous ne le paraissez. » Un sourire fatigué apparut sur le visage de Thomas. « La dernière partie n'a jamais été importante pour moi. L'argent a été simplement un moyen de créer quelque chose de significatif. Pourquoi le secret? Pourquoi cacher cela à tous ?» Thomas s'assit lourdement dans son fauteuil, invitant Amélie à faire de même d'un geste. « Parce que je voulais être jugé pour ce que je fais, pas pour ce que j'ai, comme professeur, comme éducateur, comme être humain. L'argent déforme la perception des gens. » Amélie comprit immédiatement. Comment les gens jugeraient-ils vos cours, votre dévouement, sachant que vous n'aviez pas besoin du salaire? Comment les autres professeurs se sentiraient-ils en travaillant aux côtés de quelqu'un qui pourrait acheter le bâtiment entier?
Exactement. J'ai préféré construire mon identité à travers mes actions quotidiennes, pas à travers mon compte bancaire. Un tonnerre distant annonça l'approche de l'orage marseillais. La pluie commença à tomber, battant rythmiquement contre les fenêtres anciennes, créant une bande sonore appropriée pour les révélations de cet après-midi. Maintenant que le conseil est au courant, la nouvelle se répandra, commenta Amélie. Votre secret est terminé. Oui, acquiesça Thomas avec un soupir résigné. Mais c'était inévitable. Le consortium Méditerranée était disposé à utiliser tous les moyens pour acquérir ce terrain. Ils ont investigué à fond la structure financière de l'Institut et ont commencé à faire pression sur des membres du Conseil. C'était révéler la vérité ou risquer de perdre tout ce que nous avons construit ici. Et comment les choses se présentent maintenant? Complexe. Thomas se leva, marchant jusqu'à la fenêtre pour observer la pluie. Le consortium a reculé temporairement, mais la presse le découvrira bientôt. Demain, je serai probablement l'entrepreneur mystérieux qui a joué au professeur pendant une décennie, pas l'éducateur que j'ai toujours voulu être. La vulnérabilité dans sa voix toucha Amélie profondément. Cet homme, qu'elle avait d'abord admiré comme adolescente idéaliste et maintenant comme adulte consciente, affrontait l'effondrement de l'identité qu'il avait soigneusement construite. « Que comptez-vous faire » Thomas se tourna pour la regarder, la lumière de l'orage créant des ombres sur son visage. « Je ne sais pas. Peut-être est-il temps d'accepter que certains masques ne peuvent être maintenus pour toujours. » À ce moment, le téléphone portable d'Amélie vibra avec un message. C'était Marine. « Nouvelle urgente. Louise répand des rumeurs sur vous et Thomas. Elle dit que votre recrutement a été du favoritisme personnel dû à une relation préalable. Plusieurs professeurs commandent déjà. » Amélie montra le message à Thomas, qui le lut avec une expression grave. « Ce n'est que le début, dit-il. Louise se sentira trahie par le fait que je n'ai pas partagé mon secret avec elle après tant d'années. Elle utilisera n'importe quoi pour discréditer les personnes proches de moi, spécialement vous. Pourquoi spécialement moi ?» Thomas hésita, comme s'il considérait combien révéler. « Parce que Louise a trouvé votre billet, celui que vous avez laissé avant de partir pour Lyon. L'amour véritable vaut l'attente. Elle l'a vu dans mon livre, il y a des années, et m'a interrogé à son sujet. J'ai dit que c'était juste une citation que j'appréciais, mais je pense qu'elle a toujours soupçonné. »« Et c'en était une ?» demanda Amélie, sentant son cœur s'accélérer. « Juste une citation que vous appréciez ?» Leurs regards se rencontrèrent, et pendant un moment le temps sembla se suspendre entre eux. Toute l'histoire partagée, les années de séparation, les chemins qu'ils avaient parcourus pour arriver jusqu'à ce moment précis, tout semblait converger dans ce regard. « Non, » répondit Thomas finalement. « C'était beaucoup plus que cela. C'était une promesse que je n'ai pas eu le courage de reconnaître à l'époque. Une promesse qui, peut-être, a attendu 10 ans pour être accomplie. » La confession flotta entre eux, aussi réelle que l'orage qui tombait maintenant impitoyablement sur Marseille. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, des coups urgents à la porte interrompirent le moment. C'était Bernadette à nouveau, son visage normalement calme maintenant marqué par une préoccupation sincère. « Professeur, la presse est déjà aux portes. Quelqu'un a divulgué l'information sur le fait que vous êtes le véritable propriétaire de l'Institut. Et il y a plus, des affiches avec des extraits du journal de la professeure Amélie sont distribuées à l'entrée de l'école, avec des insinuations sur une relation entre vous. » Thomas et Amélie échangèrent des regards alarmés. L'orage qui s'était formé lentement au cours de la journée éclatait finalement sur eux, littéralement et métaphoriquement. « Louise, » dit Thomas presque pour lui-même, « ça ne peut être qu'elle. »« Que faisons-nous maintenant ?» demanda Amélie, se sentant soudainement vulnérable. Thomas redressa les épaules, reprenant la posture de leadership qui le caractérisait. « Nous affrontons l'orage. Ensemble, si vous êtes disposés. » Amélie hésita seulement une seconde avant d'acquiescer fermement. 10 ans auparavant, elle avait fui des sentiments qu'elle ne comprenait pas complètement. Maintenant, comme adulte, elle affronterait n'importe quel défi qui se présenterait, non pour une passion adolescente, mais pour des principes qui importaient vraiment. La pluie tombait impitoyablement sur Marseille quand Amélie et Thomas traversèrent la cour principale en direction du portail de l'Institut. Micros, caméras et journalistes s'aggloméraient sous des parapluies colorés, créant une mosaïque inquiète de curiosité professionnelle.
La nouvelle s'était répandue avec la vitesse propre à l'ère numérique. Le respecté professeur de littérature, directeur de l'Institut culturel, Victor Hugo était en réalité un millionnaire anonyme qui finançait toute l'opération. Professeur Mercier, est-il vrai que vous avez caché votre fortune pendant plus d'une décennie? Pourquoi le secret sur le fait d'être le véritable propriétaire de l'Institut? Existe-t-il un lien entre votre révélation et les rumeurs concernant qu'une implication avec une ancienne élève? Les questions se chevauchaient comme des vagues se brisant sur la plage, certaines professionnelles, d'autres sensationnalistes. Amélie se tenait légèrement derrière Thomas, observant comment il affrontait le tumulte avec la même dignité qu'il démontrait en classe. « Je ferai une déclaration officielle demain matin », annonça Thomas, sa voix ferme s'élevant au-dessus du brouhaha. « Pour l'instant, je demande le respect pour notre institution éducative. Nos élèves ne méritent pas d'avoir leur environnement d'apprentissage perturbé. » Une journaliste à l'apparence déterminée, avec un badge du journal de Marseille, parvint à s'approcher davantage. « Professeur, il y a des rumeurs concernant des extraits d'un journal romantique circulant dans l'école. Aurait-il un rapport avec la professeure Durand, qui fut votre élève dans le passé ?» La question provoqua une nouvelle frénésie parmi les reporters. Amélie sentit son visage brûler, consciente des regards qui se tournaient maintenant vers elle. Thomas resta impassible, répondant seulement. Malheureusement, quelqu'un essaie de détourner l'attention des questions véritablement importantes avec des rumeurs infondées. La professeure Durand est une professionnelle respectée, recrutée pour son mérite académique. Quand il parvint finalement à retourner à l'intérieur de l'Institut, la pluie avait diminué en une bruine persistante. La cour était déserte, les élèves étaient déjà partis et la majorité des professeurs aussi. Seules quelques lumières restaient allumées dans les zones administratives. « Ce n'était que le début », commenta Thomas, essuyant son visage avec un mouchoir. « Demain ce sera pire quand les journaux publieront les premiers articles. » Amélie acquiesça, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. « Louise a bien calculé le moment. Tous associeront la révélation sur votre fortune aux extraits du journal, comme s'il y avait une conspiration en train d'être démasquée. » Une stratégie efficace, approuva Thomas amèrement. Discréditer 2 personnes d'un seul coup. Ils marchèrent en silence jusqu'à la salle des professeurs où ils trouvèrent Marine et 3 autres collègues en discussion animée. En remarquant l'arrivée de Thomas et Amélie, tous se turent brusquement. « Je vous en prie, continuez », dit Thomas avec un sourire fatigué. « J'imagine que vous êtes en train de discuter des nouvelles du jour. » Marine fut la première à s'exprimer, toujours directe. « Nous nous demandions si l'Institut continuera à fonctionner normalement, considérant tout ce qui se passe. »« Il fonctionnera plus normalement que jamais, » garantit Thomas. « Ma situation financière personnelle n'a jamais affecté l'opération quotidienne de l'école et ne commencera pas maintenant. » Pierre, le professeur de mathématiques, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Et quant aux autres rumeurs, sur vous et la professeure Durand ?» Amélie sentit tous les regards se tournaient vers elle. C'était le moment d'affronter la situation, comme elle avait décidé de le faire. Faisant un pas en avant, elle répondit d'une voix claire. « J'ai été élève de l'Institut il y a 10 ans. Comme beaucoup d'adolescentes, j'ai développé une admiration intellectuelle pour le professeur Mercier, que j'ai consigné dans un journal personnel. Ce journal a été volé et ses extraits sont utilisés pour créer un récit malveillant. Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. » Le silence qui suivit fut rompu par Marine, qui sourit avec solidarité. « Eh bien, si quelqu'un veut savoir, j'avais une terrible passion pour mon professeur de chimie au lycée. J'ai même écrit d'horribles poèmes sur ses yeux, chimiques et mystérieux, comme des solutions en ébullition. » La confession provoqua des rires nerveux, allégeant momentanément l'atmosphère. Un par un, les autres professeurs offrirent aussi leur soutien discret, partageant des histoires similaires ou exprimant simplement leur indignation face à l'invasion de vie privée. « Où est Louise ?» demanda finalement Thomas, remarquant l'absence de la coordinatrice. « Partie plus tôt », informa Pierre. « Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. » Amélie et Thomas échangèrent des regards significatifs. Louise était certainement en train de planifier son prochain mouvement. La nuit était déjà tombée quand ils quittèrent finalement l'Institut. La pluie avait complètement cessé.
laissant l'air avec cette qualité particulière de fraîcheur post-orage. Les rues de Marseille brillaient sous les lumières des réverbères, reflétant le ciel qui commençait à s'éclaircir entre des nuages dispersés. « Puis-je vous offrir un transport ?» demanda Thomas quand ils arrivèrent au parking presque vide. Amélie hésita un moment. « Je pense que ce ne serait pas prudent, considérant les rumeurs. »« Vous avez raison, » acquiesça-t-il avec un sourire résigné. Bien que cela semble absurde que deux adultes doivent se préoccuper des apparences de cette façon. « C'est seulement temporaire, » répondit Amélie, « jusqu'à ce que toute cette situation se calme. » Ils se séparèrent avec une formalité étudiée, conscients qu'ils pourraient être observés. Amélie se dirigea vers la station de taxi la plus proche, tandis que Thomas resta dans le parking, l'observant partir jusqu'à être sûr de sa sécurité. Dans son appartement au phare de Sainte-Marie, Amélie trouva 3 messages sur son répondeur, tous de médias demandant des interviews. Elle les ignora, préparant une tisane à la camomille tout en essayant d'organiser ses pensées. La situation avait escaladé de manière vertigineuse en seulement 24 heures. De professeur nouvellement recruté à personnage central d'un scandale potentiel. Son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre, craignant un autre reporter, mais la voix de l'autre côté était inattendue. « Amélie, c'est Sophie Chevalier. » Le nom fit Amélie se figer, momentanément. Sophie Chevalier, l'ex-fiancée de Thomas, la professeure universitaire qui était partie aux États-Unis des années auparavant. « Comment avez-vous obtenu mon numéro ?» demanda Amélie, incapable de dissimuler sa surprise. Thomas l'a donné. « J'espère que vous ne vous formalisez pas du contact direct, mais la situation semble urgente. » Amélie s'assit lentement. « Vous êtes en contact avec Thomas ?»« Occasionnellement. Nous sommes des adultes civilisés qui ont suivi des chemins différents. » La voix de Sophie était calme, professorale, sans trace d'antagonisme. « Il m'a appelé aujourd'hui, expliquant la situation à l'Institut. Il a demandé mon aide concernant Louise Garnier. »« Votre aide? Comment ?» J'ai des informations qui pourraient être pertinentes. Quand je travaillais à l'université Aix-Marseille, Louise était ma collègue sur un projet d'extension. Nous avons développé une certaine amitié, ou du moins je pensais que c'était de l'amitié à l'époque. Amélie écouta attentivement, tandis que Sophie narrait son histoire. Apparemment, des années auparavant, Louise avait essayé de saboter sa relation avec Thomas, à travers des manipulations subtiles et des informations déformées. Quand cela échoua, elle tenta une confrontation directe, déclarant ses sentiments pour Thomas et suggérant que Sophie s'écarte du chemin. « À l'époque, j'ai décidé de ne pas mentionner l'incident à Thomas, » expliqua Sophie. « Il avait tellement confiance en Louise comme professionnelle que j'ai craint de créer un environnement de travail insoutenable pour lui. Peut-être était-ce une erreur. »« Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» demanda Amélie, essayant encore de traiter l'information. « Parce que je vois le même schéma se répéter. Louise développe une fixation pour Thomas, idéalise une relation qui n'existe pas, et quand elle perçoit une menace potentielle, elle devient manipulatrice. » La voix de Sophie prit un ton plus sérieux. « Mais cette fois, c'est différent. Elle attaque publiquement non seulement vous, mais l'institution même que Thomas a construite avec tant de soin. » La conversation continua pendant quelques minutes de plus, Sophie offrant des conseils pratiques basés sur sa propre expérience. Quand elles raccrochèrent, Amélie se sentait simultanément alarmée et réconfortée. Alarmée par la confirmation des méthodes de Louise, réconfortée d'avoir une alliée inattendue. Le lendemain matin, l'Institut culturel Victor Hugo se réveilla encerclé par des journalistes. Les manchettes des principaux journaux marseillais mettaient en avant la révélation concernant Thomas Mercier, avec des spéculations sensationnalistes sur ses motivations pour maintenir l'anonymat. Certains articles mentionnaient les rumeurs de relations inappropriées, bien que sans citer directement de nom. Quand Amélie arriva, affrontant le corridor polonais de reporters avec une dignité silencieuse, elle trouva l'environnement interne de l'Institut étonnamment normal. Des élèves conversaient avec animation dans les couloirs, certains clairement excités par la soudaine notoriété de leur école. Des professeurs conduisaient leurs cours avec professionnalisme, bien que des échanges de regards entre collègues dénonçaient la tension sous-jacente. Son premier cours de la journée était avec les élèves de seconde. En entrant dans la salle,
Amélie perçut immédiatement l'atmosphère différente. Des regards curieux, quelques sourires dissimulés, des chuchotements mal contenus. Respirant profondément, elle décida d'aborder la situation directement. Bonjour à tous. Avant de commencer notre cours sur le modernisme français, j'aimerais dire quelques mots sur la situation inhabituelle que nous vivons. Sa voix était ferme, ses yeux parcourant chaque visage juvénile avec attention. Vous avez probablement vu des journalistes à l'entrée et lu des manchettes sensationnalistes. La vérité est beaucoup plus simple. Le professeur Mercier a créé cet institut parce qu'il croit profondément en l'éducation transformatrice. Il a préféré l'anonymat pour que son travail soit jugé par le mérite, non par sa condition financière. Les élèves écoutaient avec un respect attentif. Amélie continua maintenant avec plus de confiance. Quant aux autres rumeurs que vous avez pu entendre, concernant des extraits d'un journal, oui, j'ai été élève de cet institut il y a 10 ans. Comme beaucoup d'adolescents, j'ai tenu un journal où j'exprimais des pensées et des sentiments propres à cet âge. Quelqu'un a trouvé ce journal et utilise des extraits pour créer un récit malveillant. C'est regrettable, mais je ne permettrai pas que cela affecte notre dévouement à l'étude de la littérature française. Un silence réfléchi suivit ces paroles. Puis, à la surprise d'Amélie, Juliette, l'une des élèves les plus brillantes de la classe, leva la main. « Professeur, la plupart d'entre nous ne jugent personne. En fait, nous trouvons incroyable que le professeur Mercier ait créé tout cela et choisi d'être professeur au lieu de vivre comme millionnaire dans un manoir. Et quant au journal, elle hésita, lançant des regards de confirmation à ses camarades. Qui n'a jamais écrit quelque chose d'embarrassant à l'adolescence? Nous sommes de votre côté. » Les paroles provoquèrent des murmures d'approbation dans la salle. Amélie sentit une vague de gratitude pour ces jeunes, dont la capacité de compréhension et d'empathie surprenait souvent les adultes. « Merci Juliette, cela signifie beaucoup. » Respirant profondément, Amélie reprit sa posture professionnelle. « Maintenant, ouvrez vos livres à la page 142. Découvrons comment Apollinaire a révolutionné la littérature française avec son « esprit nouveau ». Le cours se déroula avec une normalité surprenante, les élèves participant activement à la discussion sur le modernisme français. Lorsque la sonnerie retentit, Amélie se sentait émotionnellement épuisée, mais professionnellement accomplie. Dans le couloir se dirigeant vers la salle des professeurs, elle fut interceptée par Florence, l'assistante de la coordination. « Professeur Amélie, le conseil d'administration sollicite votre présence dans la salle de réunion immédiatement. »« Ça, le conseil, pourquoi ?»« Je ne connais pas les détails, » répondit Florence, paraissant sincèrement embarrassée. « On m'a seulement demandé de vous localiser de toute urgence. » Avec un nœud se formant dans son estomac, Amélie se dirigea vers la salle de réunion. À la porte, elle trouva Thomas, son expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais. « Feu Human, que se passe-t-il » demanda-t-elle, gardant la voix basse. « Louise a convoqué une réunion extraordinaire du conseil, » répondit-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Elle remet formellement en question votre recrutement, alléguant un conflit d'intérêts et l'omission d'informations pertinentes dans le processus de sélection. » Quelles informations pertinentes? Votre historique comme ancienne? C'est élève, le fait d'avoir maintenu un intérêt romantique pour moi documenté dans votre journal, fondamentalement, elle insinue que votre recrutement était le résultat d'un favoritisme personnel. Amélie ressentit une vague d'indignation. C'est absurde. Mon curriculum parle de lui-même. J'ai des qualifications plus que suffisantes. Pour le poste. Je le sais, assura Thomas, et j'ai l'intention de le rendre très clair au conseil. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Louise n'attaque pas seulement vous. Elle remet en question mon intégrité comme éducateur et gestionnaire. C'est une stratégie calculée pour me forcer à un retrait volontaire, pendant que les accusations sont examinées. Elle veut prendre la direction de l'Institut, conclut Amélie, comprenant finalement le tableau complet. Exactement. Et avec ma récente révélation sur le fait d'être le véritable propriétaire, elle a besoin de me discréditer publiquement pour que le conseil envisage mon retrait, même temporaire. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et l'un des membres du conseil, un monsieur à l'apparence distinguée, avec des cheveux complètement blancs, les invita à entrer. À l'intérieur, autour de la table ovale en acajou, 7 personnes attendaient, y compris Louise Garnier, impeccablement vêtue et avec une expression de préoccupation si bien
de répéter qu'elle semblait presque authentique. « Professeur Mercier, professeur Durand », commença le président du conseil, Dr Auguste Vidal, « nous vous remercions de votre présence à cette réunion extraordinaire. Nous sommes ici pour discuter de graves accusations soulevées par Dr Garnier concernant le processus de recrutement et un possible conflit d'intérêts. » Amélie regarda directement Louise, qui soutint son regard avec une froideur calculée. L'orage qu'ils avaient affronté la veille n'était que le prélude au véritable affrontement qui commençait maintenant. Non plus entre gouttes de pluie et flashs de caméra, mais dans la salle silencieuse où l'avenir de l'Institut serait décidé. Le silence dans la salle de réunion était dense, presque palpable. Amélie pouvait sentir le poids des regards des conseillers alternant entre elle et Thomas, tandis que Louise organisait méthodiquement un dossier de documents sur la table. Le théâtre était monté, les positions définies. « Avant de commencer, dit Thomas, rompant le silence, j'aimerais enregistrer ma protestation quant à la nature de cette réunion. Questionner la compétence professionnelle de la professeure Durand sur la base de rumeurs et d'extraits d'un journal adolescent est au minimum inapproprié. Dr Auguste Vidal, le président du conseil, un homme de 70 ans avec la dignité d'un juge retraité, ajusta ses lunettes de lecture. « Vos objections sont enregistrées, professeur Mercier. Cependant, Dr Garnier a soulevé des questions sur le processus de recrutement qui, étant donné votre position récemment révélée comme propriétaire de l'Institut, mérite un examen adéquat. » Louise sourit discrètement, le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Je remercie la compréhension du conseil. Je veux préciser que mes préoccupations sont strictement professionnelles et visent à protéger la réputation de l'Institut. » Son ton était d'une préoccupation étudiée, comme une actrice expérimentée interprétant la sincérité. « J'ai ici des documents qui démontrent que la professeure Durand a omis des informations cruciales dans sa candidature. »« Quelles informations seraient-ce » demanda Amélie, maintenant la voix ferme malgré l'indignation croissante. « Premièrement, vous n'avez pas mentionné dans votre CV que vous étiez élève de l'Institut. Une omission significative, considérant que vous travailleriez directement avec votre ancien professeur. » Louise passa un document à chaque membre du conseil. « Deuxièmement, ces extraits de votre journal personnel, qui sont malheureusement devenus publics, révèlent un attachement émotionnel inapproprié avec le professeur Mercier depuis l'adolescence. » « Un journal adolescent ne constitue pas un attachement émotionnel, » répliqua Amélie. « Quant à la supposée omission, ma formation à l'Institut est clairement listée dans mon historique académique, qui était joint au CV. » L'un des conseillers, une professeure universitaire d'âge moyen, examina les documents avec une expression sceptique. « Docteur Garnier, je ne comprends toujours pas où se trouve le conflit d'intérêts. Beaucoup de professionnels retournent enseigner dans des institutions où ils ont étudié. C'est une pratique courante dans le milieu académique. »« Le conflit, répondit Louise avec une fausse patience didactique, réside dans le fait que le professeur Mercier, que nous savons maintenant être le véritable propriétaire de l'Institut, a recruté quelqu'un pour qui il a été objet d'une passion documentée, sans révéler cette connexion préalable au comité de sélection. »« C'est complètement faux, » intervint Thomas, son indignation finalement visible. « La professeure Durand a été sélectionnée par un comité indépendant, basé exclusivement sur ses qualifications académiques. J'ai simplement ratifié la décision, comme je le fais avec tous les professeurs. » Louise haussa un sourcil, en geste calculé d'incrédulité. « Vraiment? Alors pourquoi avez-vous gardé son billet toutes ces années, celui avec le message « L'amour véritable vaut l'attente » ?» La mention du billet provoqua des murmures parmi les conseillers. Amélie sentit son visage brûler, non de honte, mais de colère face à la manipulation délibérée des faits. « Messieurs, » Amélie se leva, refusant de rester dans la position d'accusée. « Nous sommes face à une tentative délibérée de décontextualisation. Oui, j'ai été élève ici. Oui, comme beaucoup d'adolescentes, j'ai développé une admiration pour le professeur Mercier que j'ai consigné dans un journal personnel. C'était il y a 10 ans. Depuis lors, je me suis diplômé avec mention de l'Université de Lyon, j'ai complété un master, j'ai publié des articles académiques reconnus, ça nationalement. J'ai été recruté pour mes qualifications, pas pour des sentiments adolescents. » Sa voix gagnait en assurance à mesure qu'elle parlait, et elle remarqua que les conseillers l'écoutaient avec une attention authentique. Quant au billet mentionné par Dr Garnier,
Il est intéressant qu'elle le connaisse si bien, considérant qu'il était en possession privée du professeur Mercier. Comment avez-vous eu accès à cette information, docteur Garnier? La question directe prit Louise au dépourvu. Son visage imperturbable vacilla momentanément. C'est sans pertinence pour la discussion, tenta-t-elle d'esquiver. Au contraire, intervint Thomas, c'est absolument pertinent, tout comme il est pertinent de mentionner que le journal de la professeure Durand, qui était gardé dans une armoire fermée à clé, a été mystérieusement volé et ses extraits répandus dans l'école exactement quand l'offre du consortium Méditerranée a été rejetée. Les conseillers échangèrent, des regards inquiets. L'atmosphère dans la salle avait subtilement changé, le juge semblait maintenant être le jugé. À ce moment, des coups à la porte interrompirent la tension croissante. Florence, l'assistante administrative, entra avec une expression anxieuse. « Excusez l'interruption, mais il y a quelqu'un ici qui insiste pour participer à la réunion. Elle dit avoir des informations pertinentes pour le cas en discussion. » À la surprise de tous, particulièrement de Thomas et Amélie, Sophie Chevalier entra dans la salle, élégante comme toujours dans son tailleur gris, cheveux noirs impeccablement attachés, en un chignon austère. « Docteur Chevalier ?» Le docteur Auguste se leva, reconnaissant clairement la renommée professeure universitaire. « Je ne savais pas que vous étiez de retour à Marseille. »« Je suis arrivée hier soir, spécifiquement pour cette réunion, » répondit Sophie, avec l'autorité académique qui la caractérisait. « J'ai appris par des collègues de l'université Aix-Marseille la situation à l'Institut et j'ai senti que c'était mon devoir professionnel et éthique de partager les informations que je possède. » Louise avait visiblement pâli. « Je ne vois pas comment Dr Chevalier pourrait contribuer à cette discussion spécifique, » protesta-t-elle, essayant de maintenir le contrôle de la situation. Elle ne travaille pas à l'Institut et ne connaît pas les détails du processus de recrutement en question. Sophie sourit avec une condescendance polie. « En fait, Louise, ma contribution est tout à fait pertinente. » Se tournant vers le conseil, elle continua. « Comme certains d'entre vous le savent, j'ai été fiancée au professeur Mercier il y a quelques années. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ma rupture avec lui a été fortement influencée par les actions de Dr Garnier. » Un silence stupéfait remplit la salle. Sophie sortit de la pochette qu'elle portait quelques feuilles imprimées. « J'ai ici des emails datés d'il y a 7 ans, où Dr Garnier a systématiquement tenté de saboter ma relation avec Thomas à travers des informations déformées et des manipulations émotionnelles. À l'époque, j'ai choisi de ne pas exposer la situation publiquement, par respect pour l'Institut. Aujourd'hui, je vois que c'était une erreur. » Tandis que Sophie détaillait les documents, Louise semblait physiquement diminuer sur sa chaise. Amélie observait la scène avec un mélange de choc et de validation. Les pièces du puzzle s'emboîtaient finalement. « Mais il y a plus, » continua Sophie, sortant un autre document de sa pochette. « Ceci est une copie d'un contrat signé entre Louise Garnier et le consortium Méditerranée Développement, daté d'il y a 3 semaines. » Les murmures entre les conseillers augmentèrent. Dr Auguste prit le document avec des mains légèrement tremblantes. « C'est un accord de consultation, » expliqua Sophie. « Dr Garnier recevrait une commission substantielle si la vente du terrain de l'Institut se concrétisait. Une situation claire de conflit d'intérêts considérant sa position comme coordinatrice pédagogique. » Louise se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est une invasion de vie privée. Ces documents ont été obtenus illégalement. » « En réalité, » répondit Sophie calmement, « ils ont été fournis volontairement par Maurice Fontaine, représentant du consortium Méditerranée, qui apparemment a eu une crise de conscience après la révélation publique sur le véritable but de l'Institut. Il attend dans le couloir au cas où le conseil souhaiterait entendre son témoignage. » La salle explosa en voix superposées. Les conseillers exigeaient des explications. Louise essayait de se défendre, tandis que Thomas et Amélie observaient le déroulement des événements avec stupéfaction. Finalement, Dr Auguste frappa la table avec autorité, restaurant l'ordre. « Dr Garnier, ce sont des accusations extrêmement graves. Si confirmées, elles constituent non seulement une rupture de confiance, mais potentiellement des actes illégaux contre l'institution. » Louise, percevant que sa position était irrémédiablement compromise, abandonna la façade de coordinatrice préoccupée. Ses yeux, auparavant calculés et compatissants, brillaient maintenant d'une colère mal contenue. « Vous ne comprenez pas? J'ai dédié ma vie à cet institut, 10 ans à travailler sans relâche tandis que lui,
Elle pointa Thomas, jouait au professeur humble, cachant sa fortune, nous manipulant tous. Et maintenant, il ramène cette ancienne élève. Amoureuse, ignorant complètement mon dévouement, mon engagement. L'explosion émotionnelle laissa tout le monde momentanément sans voix. Dans le silence qui suivit, Amélie fit un pas en avant, regardant Louise directement. « C'est vous qui avez volé mon journal, n'est-ce pas ? Et qui avez répandu les extraits dans l'école essayant de me discréditer. » Louise sourit amèrement. « Si brillante, notre jeune professeur. Oui, j'ai trouvé votre précieux journal quand nous réorganisions les anciennes archives. Une lecture fascinante, je dois dire, presque poétique dans votre naïveté adolescente. Et le billet ? Comment avez-vous su pour lui ? Demanda Thomas, la voix contrôlée malgré la tension évidente. Vous n'êtes pas aussi discret que vous le pensez, Thomas. Je vous ai vu relire ce billet ridicule tant de fois au fil des années. L'amour véritable vaut l'attente, elle imita, avec dédain. J'ai toujours su qu'il signifiait quelque chose de spécial pour vous, bien que je n'ai jamais imaginé qu'il était d'elle jusqu'à voir l'écriture dans le journal. Docteur Auguste se leva, l'expression grave, comme un juge prononçant une sentence. Docteur Garnier, au vu de ces révélations, le Conseil demande votre départ immédiat de la salle. Votre situation à l'Institut sera décidée en réunion privée, mais considérez-vous suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Pendant un moment, il sembla que Louise argumenterait, mais quelque chose dans l'expression unanime des conseillers la fit reconsidérer. Avec une dignité forcée, elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois. Vous pensez que vous protégez une grande institution éducative, mais c'est juste le jouet personnel d'un millionnaire qui s'ennuie et qui a choisi de jouer au professeur pour se sentir important. Son regard se fixa sur Amélie. Et vous, si fière de vos accomplissements académiques, vous serez toujours la petite élève amoureuse du professeur, peu importe combien de diplômes vous accrochez au mur. La porte se referma derrière elle avec un clic définitif. Le silence qui suivit fut rompu par Dr Auguste, qui s'éclaircit la gorge embarrassée. « Professeur Mercier, professeur Durand, au nom du Conseil, je vous offre nos plus sincères excuses pour cette situation regrettable. Il est évident que vous avez été victime d'une vengeance personnelle déguisée en préoccupation professionnelle. » Les 30 minutes suivantes furent consacrées à éclaircir complètement la situation. Le Conseil, maintenant au courant de tous les faits, convint unanimement qu'il n'y avait aucune base pour remettre en question le recrutement d'Amélie ou l'intégrité de Thomas comme directeur. Quand ils furent finalement congédiés, Amélie, Thomas et Sophie marchèrent ensemble le long des couloirs silencieux de l'Institut. La journée scolaire était terminée et seul le personnel d'entretien circulait dans le bâtiment. « Comment avez-vous obtenu ces documents ?» demanda Thomas à Sophie, assimilant encore les événements de la réunion. Sophie sourit. « Quand vous m'avez appelé hier, mentionnant le consortium Méditerranée, je me suis souvenu d'un ancien étudiant qui y travaille. Un appel en a entraîné un autre, et j'ai finalement atteint Maurice Fontaine, qui était assez mal à l'aise avec le rôle que Louise l'avait convaincu de jouer. « C'était providentiel, » commenta Amélie. « Sans votre intervention, la situation aurait pu se dérouler de manière très différente. Parfois l'univers conspire en faveur de la vérité, » répondit Sophie avec un sourire énigmatique. De plus, bien que notre relation n'ait pas fonctionné, j'ai toujours respecté le travail de Thomas dans cet institut. Je ne pouvais pas permettre qu'il soit détruit par des ressentiments personnels. Arrivant dans la cour centrale, Sophie consulta sa montre. « Je dois partir. Mon vol pour les États-Unis décolle dans quelques heures. » Tendant la main à Amélie, elle ajouta « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, professeur Durand. Thomas a toujours eu bon goût en littérature et en personne. » Avec une brève étreinte pour Thomas et un dernier signe à Amélie, Sophie partit, les laissant seuls sous le platane centenaire qui dominait le jardin. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de Marseille de tons orangés qui se reflétaient sur les murs coloniaux de l'Institut. « Il semble que nous ayons survécu à l'orage », commenta Thomas, après un moment de silence contemplatif. « Pour l'instant, acquiesça Amélie, mais la presse est encore dehors, et les rumeurs à notre sujet continueront probablement à circuler pendant un certain temps. » Thomas sourit, un sourire authentique qui atteignait ses yeux. « Vous savez ce qui est fascinant,
Après une décennie à cacher qui je suis réellement, il y a quelque chose d'étrangement libérateur à avoir ma vie privée exposée de cette façon, comme si je pouvais finalement respirer complètement. Amélie acquiesça, comprenant parfaitement ce sentiment. C'est comme cette phrase de Duras, « La liberté, c'est peu. Ce que je désire n'a pas encore de nom. Peut-être a-t-il un nom, répondit Thomas, son regard rencontrant le sien avec une intensité sereine. Seulement, nous ne sommes pas encore prêts à le prononcer. Un mois passa. La tempête médiatique s'apaisa graduellement, remplacée par de nouveaux scandales, de nouvelles histoires. L'Institut culturel Victor Hugo, après le choc initial, trouva un nouvel équilibre. La révélation sur la véritable identité de Thomas, loin de nuire à l'institution, attira une attention positive et de nouveaux partenariats. Louise Garnier démissionna formellement de son poste, évitant ainsi un processus administratif potentiellement embarrassant. Marine assuma temporairement la coordination pédagogique, apportant une énergie renouvelée et collaborative à l'environnement scolaire. C'était un vendredi après-midi, lorsqu'Amélie, après son dernier cours, trouva une enveloppe sur son bureau dans la salle des professeurs. À l'intérieur, une invitation formelle. Professeur Amélie Durand, l'Institut culturel Victor Hugo, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle bibliothèque numérique qui aura lieu ce samedi à 16h dans le jardin central. Tenue, élégante décontractée. Confirmez votre présence auprès de Florence avant vendredi. Intriguée par la formalité de l'invitation pour un événement interne, Amélie confirma sa présence. Le samedi, vêtue d'une simple robe mais élégante en ton bleu pétrole, elle se dirigea vers l'Institut, surprise de trouver le portail principal décoré de fleurs méditerranéennes et un petit groupe de personnes réunies dans le jardin central. Thomas s'attendait sous le platane centenaire, impeccable en chemise blanche et pantalon clair. En la voyant approcher, son visage s'illumina d'un sourire qui fit involontairement accélérer le cœur d'Amélie. « Quelle inauguration est-ce » demanda-t-elle, remarquant que le public consistait seulement en quelques professeurs, des employés anciens comme Bernadette et une demi-douzaine d'élèves, incluant Juliette de la classe de seconde. Je n'ai vu aucune construction nouvelle en cours. Thomas lui offrit son bras, la conduisant jusqu'à un banc en bois stratégiquement positionné sous l'arbre. « Ce n'est pas exactement une bibliothèque physique, » expliqua-t-il mystérieusement. « C'est plutôt un projet spécial. » Amélie s'assit, encore confuse, tandis que Thomas prenait position face à elle, dos au petit public qui observait avec des sourires complices. « Il y a 10 ans, commença-t-il, sa voix projetée, pour que tous puissent t'entendre, une jeune étudiante laissa un billet sur mon bureau avant de partir. « L'amour véritable vaut l'attente, disait-il. À l'époque, je n'ai pas complètement compris la signification de ces mots, ou peut-être n'étais-je pas prêt à comprendre. » Amélie sentit la rougeur monter à son visage, tandis que les présents échangèrent des regards significatifs. 10 ans sont passés. J'ai construit cet institut, dédié ma vie à l'éducation, caché qui j'étais réellement derrière une identité partielle. Et puis, comme dans un de ces romans que nous enseignons dans nos cours de littérature, le destin est intervenu. L'auteur de ce billet est revenu, non plus comme étudiante, mais comme femme accomplie, professionnelle brillante. Thomas s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche une petite boîte en velours. Amélie Durand, ces derniers mois, nous avons affronté ensemble des tempêtes qui auraient détruit des personnes moins déterminées. J'ai découvert en vous, non seulement la jeune fille qui admirait la littérature avec passion juvénile, mais la femme qui a transformé cette passion en but de vie. Je ne vous demande pas d'accomplir une promesse adolescente. Je vous demande d'envisager une promesse adulte, consciente, mûre. Ouvrant la boîte, il révéla une bague délicate avec un petit saphir. L'amour véritable a-t-il vraiment valu l'attente? Seul vous pouvez répondre. Mais je sais que je veux passer le reste de ma vie à découvrir cette réponse à vos côtés. Amélie, me feriez-vous l'honneur d'être ma femme? Le temps sembla se suspendre. Le murmure des feuilles du platane, le chant distant des oiseaux, les sourires émus du petit public, tout disparut. Restaient seulement Amélie et Thomas, unis par un fil. Invisible que le temps avait tissé entre eux. « Oui, répondit-elle finalement, sa voix étranglée par l'émotion. L'amour véritable a valu chaque minute de l'attente. » Les applaudissements et exclamations de joie des présents rompirent, le moment intime, les ramenant à la réalité partagée.
Thomas glissa la bague à son doigt et se leva, l'attirant dans une étreinte qui scellait non seulement un engagement futur, mais la conclusion d'un voyage commencé une décennie auparavant. Juliette, l'élève de seconde, s'approcha timidement avec un bouquet de fleurs méditerranéennes. « Professeur Amélie, nous sommes si heureux pour vous. Quelques élèves et moi avons fait une collecte pour acheter ces fleurs. » Émue par le geste, Amélie embrassa la jeune fille. « Merci, Juliette. Vous êtes une part importante de cette histoire. » La petite célébration s'étendit tout l'après-midi, avec champagne pour les adultes et jus de fruits pour les élèves présents. Des histoires étaient à partager. Des rires résonnaient dans le jardin. Et l'Institut culturel Victor Hugo, qui avait déjà été le théâtre de tant de transformations, en témoignait une autre, l'union de deux âmes que le destin avait insisté à rapprocher. 2 ans plus tard, sous le même platane centenaire, Amélie marchait dans le jardin transformé en hôtel naturel. Vêtue d'une simple robe en dentelle, elle portait un bouquet de fleurs de Provence. Parmi les invités, elle reconnaissait des visages familiers, des professeurs, d'anciens et actuels élèves, la communauté qui était devenue sa famille étendue. Thomas l'attendait près de l'officiant, ses yeux reflétant un mélange d'admiration et de gratitude qui faisait valoir tout le chemin parcouru. À ses côtés, comme témoin, se tenait Sophie Chevalier, revenue spécialement des États-Unis pour la cérémonie. Quand l'officiant demanda si quelqu'un avait des objections à l'union, un sourire collectif parcourut l'assistance. Tous connaissèrent l'histoire, les difficultés, le chemin improbable qui avait amené Amélie et Thomas jusqu'à ce moment. Les vœux furent échangés sous le murmure des feuilles du platane et le chant des oiseaux qui habitèrent le jardin. Des promesses simples, sincères, renforcées par la certitude qu'ils avaient déjà surmonté ensemble plus de défis que beaucoup de couples affrontent en une vie entière. Tandis que le nouveau couple marchait entre les applaudissements le long de l'allée improvisée dans le jardin, Amélie aperçut, parmi les invités, une figure inattendue. Louise Garnier observait à distance, non comme invitée, mais comme quelqu'un qui passait et s'était arrêté pour témoigner du moment. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il n'y avait plus de colère ou de ressentiment, seulement la reconnaissance silencieuse d'un chapitre clos. La réception s'étendit dans la soirée, avec musique, danse et la joie contagieuse typique des célébrations provençales. À un moment donné, Amélie et Thomas s'échappèrent brièvement vers la bibliothèque de l'Institut, l'endroit où tout avait réellement commencé, où une adolescente rêveuse écrivait dans son journal et un professeur gardait silencieusement un billet parfumé. « Savez-vous à quoi je pense ?» demanda Thomas tandis qu'ils observaient la fête à distance. « À quoi ?» Amélie reposa la tête sur son épaule, sentant la fragrance familière de son eau de Cologne, mélangée à l'arôme des livres qui les entouraient. Que notre histoire ferait un excellent roman, un de ceux que nous recommandons aux élèves. Amélie rit. Peut-être qu'un jour je l'écrirai. La professeure et le millionnaire secret. Ça semble un titre de roman à l'eau de rose. Je préfère L'amour véritable vaut l'attente, répliqua Thomas l'enveloppant dans ses bras. Plus poétique, ne trouvez-vous pas? Sous le ciel étoilé de Marseille, tandis que la musique et les rires de la fête arrivaient comme une bande sonore distante, Amélie et Thomas scellèrent d'un baiser non seulement leur union, mais la certitude que certains destins, peu importe le temps qu'ils prennent, trouvent leur chemin vers la réalisation. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage d'Amélie et Thomas a touché vos cœurs. Pour continuer à vivre des histoires tout aussi émouvantes, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits français qui explorent les complexités de l'amour, de l'identité et des secondes chances. Retrouvez-la ici même, en cliquant sur l'icône à votre gauche. Si cette histoire a éveillé des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like sur cette vidéo. Quotidiennement, nous apportons de nouvelles histoires qui célèbrent la richesse de la culture française et la profondeur des sentiments humains.